Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire organisé par la Fédération des tiers de confiance du numérique. Donc nous allons parler aujourd'hui de RGPD et plus spécifiquement de RGPD pour le sous-traitant. Le groupe de travail RGPD de la FNPC présentera notamment son guide pratique de mise en œuvre qui est disponible dans les documents à distribuer et sur le site de la FNTC. Alors, je vais d'abord vous présenter les intervenants du jour. Sophie Nerbonne, directrice chargée de la co-régulation économique de la CNIL, que vous ne voyez pas sur la caméra, parce qu'on a des petits soucis techniques, mais qui est bien présente, et on la remercie vivement. Ah, vous la voyez. Bonsoir pour cette session sur beaucoup. Nous avons également donc, Isabelle Cantero, avocate associée au sein du cabinet Caprioli et Associés. Nathalie Krief, directrice juridique et conformité de celle-ci, qui est également vice-présidente de la FNTC, et Coralie Peluchon, responsable juridique et conformité de Chambersheim France. Alors, le programme, que je ne vais pas vous lire en entier, mais on va donc surtout vous présenter ce guide pratique de mise en œuvre de la conformité au RGPD pour le sous-traitant, qui est l'œuvre du groupe de travail de la FNTC, et les différents points d'attention à garder en tête quand on parle de RGPD pour le sous-traitant. Mais je vais d'abord laisser la parole à Nathalie Krief pour une présentation rapide de la FNTC. Alors, quelques mots sur notre fédération qui a été créée en 2001. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Donc, quelques mots sur la Fédération des tiers de confiance du numérique qui a été créée en 2001. Donc, nous intervenons dans tous les secteurs de la digitalisation, facture électronique, archivage électronique, identité numérique, signature électronique, KYC, blockchain, RGPD, e-finance, santé et vote. Nous avons deux principales missions. La première, c'est définir et promouvoir les bonnes pratiques de la dématérialisation. Et la deuxième, introduire une notion d'éthique dans la digitalisation. Donc, qui sont nos adhérents? La FNTC, c'est aujourd'hui plus de 160 adhérents qui vont prendre une part active dans la définition, la mise en œuvre et la promotion de la confiance dans l'économie numérique. Plusieurs collèges composent la FNTC. Nous avons des éditeurs de logiciels, des logiciels de signature électronique, par exemple, d'e-facture ou d'archivage, des experts juridiques et en sécurité informatique qui composent majoritairement le groupe RGPD, des professions réglementées comme les experts comptables, les commissaires aux comptes ou les greffiers, des institutions privées comme des grandes banques ou des assurances, des startups. Nous regroupons une trentaine de startups dans la pépinière de la confiance. Et enfin, des utilisateurs et des représentants des utilisateurs, comme l'AFCDP, c'est une grande association de DPO, ou le Forum national de la facture électronique, par exemple. Alors, je vous disais tout à l'heure, on a une grande variété d'expertise à la FNTC. Et en fait, les travaux de notre fédération sont structurés autour d'une dizaine de groupes de travail qui élaborent de la doctrine. Donc, ils vont produire des guides de bonnes pratiques, comme celui qu'on va vous présenter aujourd'hui, et également des référentiels qui vont refléter des exigences juridiques et techniques actuelles en matière de confiance numérique. Donc, nous avons produit plus de 30 guides. Vous voyez sur cette slide le nombre de guides que nous avons pu avoir. Et le dernier qui a été publié est celui qu'on va vous présenter aujourd'hui, dédié au RGPD.
L'activité de la fédération se situe à plusieurs niveaux. D'abord, une grande activité de normalisation. Nous participons aux travaux de l'AFNOR, du Comité européen de normalisation et de l'ISO. En matière de formation universitaire, nous avons créé 3 masters en droit du numérique dans des universités françaises, à La Rochelle, à Corté en Corse et également à Lyon 2. Et la particularité de ces masters, c'est qu'en fait, nous intervenons, nous, adhérents de la FNTC, aux côtés d'universitaires en parité. Nous organisons énormément de webinaires et d'événements, comme celui d'aujourd'hui, pour faire connaître nos services, donc nos services de confiance, les normes qui sont importantes à connaître, et aussi l'état de l'art dans ce domaine. Nous accompagnons des pouvoirs publics. En ce moment, nous sommes en discussion constante avec la DGFiP sur la réforme de la facture électronique, par exemple, avec la délégation du numérique en santé ou le ministère de la Transition écologique. Et enfin, nous représentons nos adhérents auprès des autorités publiques, comme par exemple la CNIL, à qui nous avons pu remonter énormément de questionnements de nos adhérents. Je passe la parole et mon ordinateur à Madame Nerbonne. Merci beaucoup pour effectivement une présentation, ou plus exactement un point d'actualité, parce qu'effectivement, en matière d'actualité, on a fêté le 26 mai dernier les 5 ans d'application du RGPD et quasiment par la même occasion les 45 ans de la CNIL. Et pour ne pas être trop long, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, je voulais juste mettre l'accent sur 3 points qui sont, me semble-t-il, très structurants pour les professionnels que vous êtes et qui baignez dans le numérique. C'est qu'effectivement, la première chose, c'est que l'entrée en application du RGPD a été effectivement un point de bascule dans la régulation du numérique. Et le bilan qu'on peut en faire, au bout de 5 ans, c'est que les avantages et les atouts l'emportent sur les critiques. Même s'il est vrai qu'effectivement, il est normal de considérer qu'il y a certains aspects qui sont problématiques, c'est un atout, nous semble-t-il, à la fois pour les citoyens et également pour les entreprises. Il y a 3 aspects que je voudrais mettre en exergue. C'est que désormais, les autorités de protection des données disposent de réels pouvoirs de sanction. Donc, on est sorti d'une posture qui était celle un petit peu de tigre de papier. Hein. Et c'est vrai que si on considère que la sanction ne doit pas être la finalité de l'action d'un régulateur, il est néanmoins indispensable de pouvoir avoir effectivement des moyens répressifs à la hauteur des enjeux, et on le mesure notamment à l'aune des plaintes et des résultats des instructions en termes de sanctions. La dernière en date contre Facebook, plus d'1 milliard d'euros. On voit bien qu'on a changé effectivement le braquet en la matière. Sur les 5 ans du RGPD, c'est environ un demi-milliard d'euros de sanctions par la CNIL sur 5 ans. Et au total, donc, plus de 3,5 milliards au niveau européen dans le cadre de la gouvernance européenne. Deuxième point, c'est la portée extraterritoriale du champ d'application du RGPD. Et effectivement, ça a permis d'en faire une espèce de norme de référence au plan mondial. Donc, on peut dire qu'en matière juridique et politique, c'est un succès européen. Et je pense que ça, il faut pouvoir en être fier. Sur le plan opérationnel, et on va le voir à l'occasion de la déclinaison effective de notre webinaire d'aujourd'hui, ça n'est pas encore le cas. Mais je dirais qu'il est aussi important, 3e point, d'avoir en tête le fait que le RGPD a joué le rôle de préfigurateur de nombreux textes européens qui sont parfois encore en discussion et qui notamment cherchent à toujours plus partager et avoir un échange et un partage de données pour des réutilisations, développer de nouveaux services et de nouveaux produits. Enfin, je pense qu'effectivement, je voudrais conclure sur cette présentation en mettant l'accent sur les chiffres 2022 qui sont effectivement ceux qui vous permettent de voir les différentes palettes d'activités de la CNIL, accompagner et conseiller, contrôler, sanctionner.
Et s'agissant du conseil et de l'accompagnement, je pense qu'il est très important de faire un focus sur le rôle stratégique à la CNIL, enfin la stratégie de la CNIL en matière de tête de réseau, c'est-à-dire comment elle peut s'appuyer sur des organisations professionnelles telles que la vôtre, qu'on connaissait de longue date et bien avant le RGPD, puisque vous aviez eu l'occasion d'être porteur à la FNTC de projets de labels en matière de coffre-fort numérique notamment. Donc on voit que vous avez un degré de maturité que n'ont pas toutes les associations professionnelles avec lesquelles nous travaillons, et que c'est effectivement un travail de co-construction extrêmement utile qui est ainsi mené. Et peut-être une dernière slide sur un focus sur l'intelligence artificielle, et vous évoquez un petit peu notre programme d'action qui, là, vise l'intelligence artificielle, puisqu'on ne parle plus que de ça ces derniers mois, mais vous montrez que nous avons toujours la même démarche qui s'organise et s'articule autour de 4 volets distincts, qui sont d'abord d'appréhender le fonctionnement, en l'espèce, des systèmes d'IA et de leur impact pour les personnes, mais c'est une fois encore une application concrète d'une démarche plus générale. Donc comprendre de quoi on parle, pour mieux effectivement encadrer le développement d'IA respectueuse de la vie privée. Et ceci, on ne peut pas le faire seul, donc c'est aussi fédérer et accompagner les acteurs innovants de l'écosystème IA en France et en Europe, puisqu'on a effectivement élargi les frontières. Et le dernier pan qui est l'audit et le contrôle de systèmes d'IA afin d'assurer la protection des personnes. Donc, au programme de contrôle 2023 sont effectivement prévus, par exemple, des déploiements de contrôle pour tout ce qui est utilisation d'IA dans les systèmes de vidéoprotection augmentée. On en parle beaucoup à propos de la préparation des Jeux Olympiques 2024. Et c'est pour effectivement faire un focus sur un sujet d'actualité. Sur le sujet d'aujourd'hui, nous avions eu l'occasion de produire effectivement un certain nombre de documents, mais on voit bien que ces documents que génère à la fois la CNIL, qui avait un guide pratique du sous-traitant depuis 2017, des fiches pratiques, ensuite on a eu les lignes directrices du CEPD, du Comité européen à la protection des données, qui est intervenu, mais il n'y a rien de tel que d'avoir le travail auquel vous vous êtes frotté, de vraiment vous approprier ces documents pour les faire vivre, vous permettre effectivement de vous les approprier, qui a généré un document de grande valeur et qui, je pense, effectivement sera très utile à tous les professionnels. Alors, en ce qui concerne les groupes de travail Voilà, je pense que ça va aller mieux. En ce qui concerne le groupe de travail RGPD de la FNTC, il a été lancé donc en juillet 2018, très proche de la date d'entrée en application du RGPD. Et ce groupe réunit des DPO majoritairement et des professionnels de la sécurité, des RSSI, donc ensemble, de façon à pouvoir appréhender la difficulté des relations entre le responsable de traitement et le sous-traitant et les différentes implications au niveau de la conformité à ce règlement. Donc l'objectif est de produire des livrables qui vont être rassemblés au sein d'un guide de bonne pratique, le cas échéant qui pourra conduire à un code de conduite, avec le fait de s'ouvrir dans un premier temps. Le premier livrable, c'est l'objet du guide qu'on vous présente sur les outils de la conformité, et nous travaillons actuellement sur un second livrable lié à la notification des violations de données. Alors, pour revenir sur la question du lancement, la FNTC avait organisé une assemblée pour réunir ses adhérents et faire remonter les différents questions liées à l'entrée en application du règlement général sur la protection des données, parce qu'effectivement, même si ce texte avait été adopté en 2016, il n'empêche que 2 ans après,
quant non seulement à l'appréhension des différentes exigences, nouvelles obligations qui étaient posées et à leur mise en œuvre opérationnelle, il y avait un bon nombre de questions qui perduraient et l'objectif était de faire remonter ces questions pour pouvoir les adresser. Donc, c'est à la demande des adhérents qu'on s'est penché sur un certain nombre de sujets prioritaires, notamment parce que, pour le rappeler, le Règlement général sur la protection des données met fin à la relative immunité dont jouissait le sous-traitant dans le cadre de l'ancienne réglementation. C'est-à-dire qu'il en fait un acteur à part entière de la conformité de la protection des données. Et dans ce contexte-là, en fait, ça va générer des nouvelles obligations dont il fallait se saisir. En ce qui concerne, donc on n'a plus seulement l'obligation de veiller à la sécurité des données, mais beaucoup plus d'exigences et des exigences aussi qui se retrouvent dans les relations avec le responsable de traitement. Parce que pour rappel, le sous-traitant, c'est bien la personne qui va mettre en œuvre des traitements pour le compte du responsable de traitement, mais également sous ses instructions. Ces instructions doivent être formalisées, c'est-à-dire par écrit, dans le cadre d'un contrat qui unit le responsable de traitement et le sous-traitant. Et vous le savez, dans la mesure où la qualité de sous-traitant est majoritairement partagée par les adhérents. Ces instructions sont détaillées à l'article 28, mais elles doivent être complétées. Et ça faisait l'objet de pas mal de questions. Donc, sur le fond, par rapport à ces instructions, la délimitation du périmètre des responsabilités entre le responsable du traitement et le sous-traitant, puisque même si les bases sont établies par le RGPD, on a quand même des petites zones qui méritaient d'être éclaircies, notamment les garanties que doit présenter le sous-traitant vis-à-vis de son responsable de traitement dans le cadre de son recrutement. Et puis, d'un point de vue plus opérationnel, en fait, la documentation qui est nécessaire pour pouvoir attester de la conformité de la mise en œuvre des traitements, cette documentation, on n'avait pas trop de repères, tant du point de vue des institutions que du point de vue du texte. Et donc, on s'est penché sur la documentation qui était nécessaire pour le sous-traitant, dont le registre, au titre de sa conformité et de son assistance à la conformité du responsable de traitement. Donc, en ce qui concerne le guide plus spécifiquement, c'est un guide qui se veut pratique sur la mise en œuvre de la conformité au RGPD par le sous-traitant. Pourquoi est-ce qu'on s'est saisi de ces problématiques? Ces deux préoccupations prioritaires ont tout de suite émergé. La première avait trait au questionnaire qui était adressé par les responsables de traitement à leurs sous-traitants au moment de leur sélection. Et la façon de ce qui pouvait permettre aux responsables de traitement d'apprécier les garanties suffisantes que doit présenter le sous-traitant. Et on s'était aperçu qu'il y avait vraiment une difficulté de positionnement et du responsable de traitement qui avait certains ont tendance à beaucoup trop en demander, et du sous-traitant pour pouvoir répondre aux exigences effectives du Règlement général sur la protection des données. Donc, en tout état de cause, ces garanties suffisantes avaient véritablement un impact sur la sélection du sous-traitant. Ça, c'est la première préoccupation. Et la seconde préoccupation avait trait également au registre des traitements, dans la mesure où on disposait effectivement de modèles de registre, mais qui étaient plus spécifiques pour les responsables de traitement et pour lesquels il y avait des difficultés d'appréhension en ce qui concernait l'activité spécifiquement de sous-traitance. Pour la structure du guide. Alors, comment se présente ce guide? La première partie est consacrée au périmètre de l'engagement et des responsabilités du sous-traitant. Là, nous avons listé les obligations du sous-traitant qui figurent en toutes lettres dans le RGPD, qui ne posent pas de problème, qui pèsent donc directement sur le sous-traitant, c'est-à-dire établir un registre, notifier une violation au responsable du traitement ou sécuriser les traitements. Nous avons également listé les obligations qui pèsent indirectement sur le sous-traitant, par exemple, tout ce qui va découler de l'obligation d'assistance au responsable du traitement, qui n'est pas définie dans le RGPD, ou alors la notion, par exemple, de privacy by design, que Coralie vous expliquera tout à l'heure. La deuxième partie du guide va porter sur les mesures organisationnelles et de sécurité. Là, nous avons travaillé à partir de plusieurs situations qui nous ont été remontées par nos adhérents. Nous avons répondu à plus d'une quarantaine de questions que vous retrouverez dans le guide. Là, un premier tableau va traiter des mesures organisationnelles et le second traite des mesures de sécurité que doit mettre en œuvre le sous-traitant. L'idée, c'est que les sous-traitants puissent s'y référer pour évaluer si les mesures à mettre en place relèvent d'une obligation du RGPD ou plutôt de ce que nous, la FNTC, on va considérer comme une bonne pratique. Enfin, comme vous l'a indiqué Isabelle à l'instant, nous proposons dans la troisième partie 2 versions de registre des activités de traitement.
Pour l'instant, nos adhérents sont en train de tester le guide et d'ailleurs, nous vous invitons à le tester vous-même. Il vous suffit tout simplement de le télécharger depuis notre site internet. Et là, je précise que toutes les productions de la FNTC sont gratuites. Donc, ce guide pratique a été soumis à la CNIL en février dernier. Nous avons été particulièrement ravis de l'accueil qui lui a été réservé. Comme l'a indiqué Madame Lambonne, le guide va aider grandement la CNIL. Peut-être vous pouvez nous expliquer pourquoi. Non, juste mettre le micro. Il est vrai que la façon dont le RGPD a été mis en place a généré toute une effervescence autour de la problématique des relations dont on a bien perçu qu'elles se tendaient entre responsables de traitement et sous-traitants, non pas tant sur la qualification juridique des uns, puisque cela ne change pas, mais effectivement sur le fait qu'avec ces nouvelles obligations et la perspective de sanctions, il y avait une tension en ligne qui a d'ailleurs généré à la CNIL un partenariat qui a été signé en 2019 avec le médiateur des entreprises à Bercy, auquel un certain nombre de dossiers de contentieux portant sur la nature des obligations respectives du responsable de traitement, qu'il s'agisse d'une administration ou entre deux sociétés d'ailleurs, posait problème. Et de ce fait, c'est vrai que l'on a multiplié les modèles de clauses destiné effectivement à figurer dans le fameux contrat ou instrument juridique qui doit être signé pour documenter effectivement. On a insisté et on a mené un certain nombre de contrôles en 2019 auprès de sous-traitants, ce qui nous a permis de compléter également notre site sur les 6 bonnes pratiques dans la relation contractuelle avec un prestataire sous-traitant. Mais il est vrai que dans cette relation contractuelle, on voyait bien que il y a effectivement ce que prévoit le RGPD et c'est effectivement l'objectif de ce guide de pouvoir être pratico-pratique et vraiment moi, ce que je trouve surtout intéressant, c'est effectivement de partir de toutes les questions que vous avez reçues de la part de vos adhérents pour lui donner en fait de la chair et on a toujours effectivement avec le RGPD un certain nombre de principes, d'outils qui sont prévus, mais qu'ensuite il faut faire vivre. Et donc c'est tout ce vécu qui nous a semblé effectivement très, très judicieux dans le guide tel qu'il nous a été présenté. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, donc, nous allons passer au point d'attention. Si vous voulez revoir tous les tableaux, bien sûr, ils sont dans le guide. Et je précise, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les faire dans le chat et nous essaierons de faire au mieux pour y répondre. Et sinon, on vous répondra plus tard par écrit, si le temps est trop court. Et je passe la parole pour le premier point d'attention, à Coralie. Merci François. Alors effectivement, le groupe s'est pleinement saisi du sujet qu'est le périmètre des obligations du sous-traitant. Et on a analysé et recherché l'ensemble des occurrences dans le RGPD concernant l'implication du sous-traitant afin de déterminer la place des parties, c'est-à-dire le responsable de traitement et le sous-traitant dans le règlement. Le groupe en a ressorti plus de 150 occurrences avec à la fois des obligations très claires, comme par exemple la tenue des registres ou la notification des violations de données pour le sous-traitant, et aussi des contours un peu plus flous, avec en particulier la protection des données dès la conception et la protection des données par défaut, qui est plus connue sous le nom de Privacy by Design ou Privacy by Default.
Alors, très concrètement, l'article 25 est très clair sur la position du responsable de traitement. En revanche, le considérant 78 du règlement prévoit que le responsable de traitement doit s'assurer de la conformité du sous-traitant, ce qui traduit une implication finalement indirecte du sous-traitant dans la conformité du responsable. La FNTC s'est positionnée sur le maintien d'une implication directe, quand bien même d'un point de vue opérationnel, on sait qu'il y a une forte implication du sous-traitant. Alors, de ce constat, Madame Narbonne, qu'en pensez-vous? Tu peux lui passer. L'implication directe du sous-traitant. Alors, sur cette question de l'implication du sous-traitant dans le privacy by design, il est clair que tout dépendra de la prestation attendue. Parce qu'effectivement, ça ne sera pas systématique, mais on voit bien que dans la mesure où, et on l'a écrit d'ailleurs là aussi, en matière par exemple de facilitation de l'exercice des droits des personnes auprès du responsable de traitement, on s'attend à ce que le sous-traitant, dans la présentation des outils pour permettre l'exercice de ces droits, prévoit un certain nombre de dispositions qui vont aider par justement un lien de désinscription automatique, ce type d'éléments concrets qui va être facilitateur et qui effectivement représente un plus. Merci. Autre point d'attention pour les DPO et les directions juridiques, il s'agit de la gestion de la sous-traitance en chaîne. Par exemple, chez les éditeurs de solutions en ligne, la pratique est extrêmement courante. Donc, comme vous le savez certainement, le RGPD prévoit que le sous-traitant porte la responsabilité d'une éventuelle défaillance de ses propres sous-traitants devant le responsable de traitement, mais cet encadrement en fait est mal défini dans le texte. Plusieurs sujets en particulier nous posent question, et en tout cas ont posé question à nos adhérents. Par exemple, qu'impose-t-on concrètement au sous-traitant en termes de documentation sur la chaîne de sous-traitance? Est-ce qu'on doit porter tous nos sous-traitants dans notre registre des traitements? À la FNTC, nous pensons que oui. Quelles informations doit-on transmettre éventuellement aux responsables de traitement? Nous pensons que nous pouvons nous limiter aux extraits de contrats qui concernent la protection des données à caractère personnel. Le reste, comme par exemple le montant du marché, relève plutôt du secret des affaires et le responsable de traitement n'a pas à en connaître. Autre question, est-ce que l'obligation porte uniquement sur les informations relatives aux sous-traitants de premier rang? Là, nous pensons également que oui, parce qu'il est très compliqué, sinon impossible, de gérer les investigations sur l'ensemble de la chaîne de sous-traitance. En termes de responsabilité, dernière question, le sous-traitant est-il responsable de l'ensemble de la chaîne de sous-traitance? Par exemple, j'ai bien fait mon travail en étudiant le contrat de mon sous-traitant, j'ai étudié ses mesures techniques, j'ai étudié ses mesures organisationnelles, de sécu qui me conviennent tout à fait. Malheureusement, un des sous-traitants ultérieurs que je ne maîtrise absolument pas est défaillant. Techniquement, je ne devrais pas être responsable. Alors, comment est-ce que nous pouvons adresser ce sujet? C'est une question que nous souhaiterions aussi poser à Madame Narbonne. Alors, sur cette question, je n'ai pas le sentiment qu'on ait eu de cas de figure, si ce n'est qu'effectivement, lorsque l'on avait élaboré les bonnes pratiques justement dans la relation contractuelle et qu'il s'agissait de documenter l'activité de sous-traitance,
parce que très souvent dans nos contrôles, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément toujours de contrats ou qu'ils étaient perdus. Ou que, déjà, vous voyez, la première question, c'était où est le contrat? Donc, je me dis que là, effectivement, on est dans une question de profondeur, de visibilité sur la chaîne de sous-traitance. Et il est vrai que dans ces lignes directrices et ces recommandations suite, on verra la question peut-être de façon plus approfondie quand on évoquera les transferts de données et donc les problématiques également de recours à des sous-traitants étrangers, donc positionnés effectivement hors de l'Union européenne. Mais en ce qui concerne le registre des activités de traitement, il est clair qu'on a une obligation donc, de recueillir l'autorisation, que ce soit en une fois ou à chaque changement de prestataire, et que donc du coup le sous-traitant qui lui-même recourt à d'autres sous-traitants doit le signifier à son client. Donc, quelque part, ça doit effectivement pouvoir se retrouver dans le registre de traitement, vous avez raison. Mais en termes de documentation et de responsabilité, je crois qu'on n'a pas encore eu le temps, enfin, pas l'occasion, à l'occasion par exemple d'un contentieux, d'explorer la question de la responsabilité de l'ensemble de la chaîne, parce qu'on est aussi conscient qu'en pratique, on voit mal comment avoir la main sur des sous-traitants de rang 3 ou 4. Et d'ailleurs, dans les projets de référentiel de certification que nous avons eu l'occasion d'examiner, que ce soit au niveau du Comité européen à la protection des données, tel que par exemple le projet EuroPrivacy, cette question n'est pas traitée, elle n'est pas abordée. De la même façon qu'à la CNIL, il y a en réflexion, et je pense que c'est à l'automne peut-être qu'il y aura une consultation publique sur un projet de référentiel pour les certifications de sous-traitants, qui n'ira pas dans ce degré de vérification. Donc, on voit bien que si on n'est pas capable d'élaborer des exigences en la matière, c'est que concrètement, ça paraît compliqué de pouvoir le contrôler. Donc, je crois qu'effectivement, si déjà on a le respect de l'article 28 en ce qui concerne effectivement la répercussion dans le registre du sous-traitant, on a pu démontrer tout ce que l'on faisait en matière de conformité à cet égard. Merci. Alors, autre point également pour lequel on a eu des remontées, en tout cas, ou sur lequel on a beaucoup travaillé dans le cadre de ces grilles, hein, sur des grilles donc de conformité du sous-traitant, la question de l'encadrement des transferts de données hors de l'Union européenne. Alors, pour recadrer un petit peu le sujet, malheureusement, on n'a pas de définition dans le cadre du RGPD du transfert. On a certains critères qui ont été dégagés qui nous permettent de dire que c'est un flux sortant de données à des fins de traitement dans un État tiers. Donc, en précisant tout de suite que, effectivement, le Comité européen à la protection des données a dégagé 3 critères. Le premier, c'est que l'exportateur de données, qui soit responsable de traitement ou sous-traitant, est soumis au RGPD. Dans ce contexte-là, soit transmet des données ou les rend accessibles à un importateur de données qui est dans un État tiers. L'État tiers, quel est-il? C'est un État qui n'est pas au sein de l'UE, ni de l'espace économique européen, qui ne dispose pas d'une décision d'adéquation de la Commission européenne permettant de reconnaître un niveau de protection équivalent à celui de l'Union européenne. C'est donc un État qui va disposer de sa propre législation et pour lequel il faut nécessairement un encadrement de manière à garantir le même niveau de protection que celui qui est établi par le règlement général sur la protection des données. Donc, bien évidemment, le sous-traitant va pouvoir être exportateur de données aussi, notamment dans cette chaîne de sous-traitance où il peut recourir à un sous-traitant situé lui-même dans un État tiers. En tout état de cause, l'encadrement obligatoire du transfert de données s'impose aux responsables de traitement et aux sous-traitants.
Sachant que, spécifiquement pour le sous-traitant, non seulement il y a cette obligation d'encadrement des transferts de données, mais il y a également le fait d'en répondre devant le responsable de traitement, c'est-à-dire qu'il y a une obligation de transparence supplémentaire vis-à-vis du responsable de traitement. Il peut se trouver des cas où le responsable de traitement interdit tout transfert ultérieur vers des États tiers, et en l'occurrence, à ce moment-là, ça imposera au sous-traitant de bien vérifier sa scène de sous-traitance et de respecter cette instruction du responsable de traitement. Encadrer le transfert, en réalité, ça impose au responsable de traitement ou au sous-traitant de prendre ce qui est appelé, ce que le RGPD qualifie de garanties appropriées. Elles sont de différents ordres. On a des clauses contractuelles types. Ce sont des clauses types, des jeux de clauses types qui sont adoptés par la Commission européenne. Et le dernier jeu de clauses adopté en juin 2021 permet d'encadrer les différentes situations de transfert, dont la situation du transfert de responsable de traitement à sous-traitant, de sous-traitant situé au sein de l'UE vers un sous-traitant qui serait dans un pays tiers ou vers un responsable de traitement situé dans un pays tiers. Donc l'avantage, c'est qu'on a toutes les situations, ce qui n'existait pas antérieurement. Donc un jeu de clauses contractuelles types donc on prend ce modèle de clause et qui doit être nécessairement adossé au contrat de sous-traitance dont on a parlé tout à l'heure, liant le responsable de traitement et le sous-traitant. Également, ces transferts peuvent être encadrés par des règles contraignantes ou binding corporate rules qui sont plutôt applicables dans des grands groupes et au sein de groupes, c'est plutôt une politique groupe de protection des données au regard de l'international, des groupes plutôt internationaux. Ça peut être aussi lié à une certification, sauf que sauf erreur de ma part, il n'y a pas de certification sur les transferts de données à date. Donc, possiblement dans l'attente d'eux. Et dernier point, le transfert peut être encadré par un contrat ad hoc entre le responsable de traitement et le sous-traitant, mais doit être soumis à l'autorisation préalable du régulateur, de l'autorité de contrôle. Donc très important, je rappelle, le sous-traitant doit vraiment manifester en tout cas attester d'une certaine transparence vis-à-vis du responsable de traitement. Donc, transparence également vis-à-vis du régulateur, puisqu'il faut qu'il le consigne dans son registre, et dans le cadre du contrat, d'établir la liste des sous-traitants qui sont localisés dans un État tiers. Point particulier, c'est que suite à l'invalidation de la décision d'adéquation vis-à-vis des entreprises américaines qui étaient constituées par le Privacy Shield, donc antérieurement, on avait le Safe Harbor qui avait lui-même été invalidé, puis le Privacy Shield à nouveau invalidé en 2020 par la Cour de justice de l'Union européenne, qui, donc, à défaut de décision d'adéquation, en fait, on n'a plus eu de possibilité de transfert libre, je dirais, vers les entreprises américaines. Donc, ces transferts doivent nécessairement être encadrés par des garanties appropriées dans les clauses contractuelles types. Alors, là où ça a généré de nouveau des questions, c'est que bien que la Cour de justice ait validé les clauses contractuelles types, donc à partir du moment où on les utilise telles quelles, en réalité, dans le cadre de son analyse de la situation et de l'invalidation de la décision d'adéquation pour les États-Unis, le Comité européen de la protection des données, en commentant l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, recommande d'adopter des mesures supplémentaires, soit de nature juridique, donc en fait d'adopter des clauses qui viennent compléter, renforcer les clauses des clauses contractuelles types, ou des mesures techniques, comme par exemple une clé de chiffrement dont l'exportateur de données aurait seul la détention et pas de clé de déchiffrement pour l'importateur de données. Donc afin de compléter les clauses contractuelles types, afin de pouvoir encadrer le transfert des données, bien évidemment, c'est si la situation de transfert le nécessite, et notamment lorsque la loi locale ne permet pas ou est susceptible de ne pas permettre de respecter la teneur des clauses contractuelles types. Or, c'est un petit peu le cas des États-Unis, en tout cas de la réglementation américaine, et effectivement, les débats qu'on a eus au sein du groupe étaient qu'on a quand même beaucoup de prestataires en position de sous-traitants dans le cadre du numérique et de l'activité de nos adhérents qui sont incontournables. Ces prestataires américains sont incontournables et du fait, je dirais, de leur poids, de leur force, il est fort peu probable qu'on puisse infléchir, ajouter
des mesures supplémentaires juridiques ou techniques. C'est-à-dire qu'il y a des grosses difficultés quant au fait de les amener à prendre en considération le fait que cette responsabilité pèse en fait sur l'acteur soumis au RGPD. Donc notre question en fait était à ce sujet de connaître la position de la CNIL compte tenu du contexte qu'on connaît actuellement en fait. Alors effectivement, cette décision, on peut même parler d'une saga maintenant, une saga la Cour de justice de l'Union européenne avec des annulations successives tous les 5 ans des accords passés entre la Commission européenne et les États-Unis pour effectivement un défaut de proportionnalité dans ce que les autorités américaines peuvent faire en termes de accès aux données et qui ne présentent donc pas les garanties attendues pour les citoyens européens. Je dirais que là, c'est un problème qui dépasse très largement effectivement les entreprises qui se retrouvent entre le marteau et l'enclume, tout comme l'est la CNIL d'ailleurs, parce que la CNIL se doit d'appliquer effectivement la décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui va au bout de la logique qui est de dire on se dote d'un texte très structurant qui met en place une société numérique bâtie sur la confiance et sur effectivement le respect des droits des individus. Donc, si on veut être cohérent, il faut aller jusqu'au bout de la logique et face à effectivement des biais, casser en l'espèce le Privacy Shield, mais ce problème se retrouve bien évidemment pour bien d'autres pays que les États-Unis, qui est une démocratie, alors qu'il y a un certain nombre d'autres pays vers lesquels se font des transferts qui n'en sont pas. Donc, je dirais que cette décision a effectivement créé une instabilité juridique majeure dont on est parfaitement conscient. Il n'aura échappé à personne que si on a beaucoup mis l'accent sur les recommandations, sur les mesures, effectivement, et les plans d'action pour déjà essayer d'avoir la cartographie des transferts, essayer de faire peser une attention particulière sur les transferts les plus sensibles, ça n'a pas été suivi de contrôle et de sanctions effectives. Donc, je dirais qu'on n'a pas manié le bâton parce qu'on était conscient effectivement de cette difficulté. On a fait peser quand même notre action beaucoup plus à l'égard du secteur public que du secteur privé, puisque effectivement, lorsque on avait été saisi de la demande concernant effectivement la mise en place il ne faut plus parler anglais, donc je ne parlerai pas du Health Data Hub, mais du portail des données de santé qui regroupe toutes les données de santé, non seulement effectivement celles de la CNAMTS sur nos dépenses en matière de santé, mais également les bulletins d'hospitalisation et bien d'autres bases de données hébergées par Microsoft. Donc quand même là, évidemment, vous faisiez référence à ces GAFAM incontournables. On a quand même pointé la difficulté pour des données de santé qui sont des données sensibles, qui représentent l'intégralité de la population française, de recourir effectivement à un prestataire qui présente effectivement des avantages indéniables, mais l'inconvénient majeur d'être soumis aux lois américaines, ce qui a conduit d'ailleurs le gouvernement à prendre position pour envisager de reconsidérer la question dans le cadre de la création d'une nouvelle société, la société bleue, qui serait en fait une alliance entre Capgemini et Orange, qui permettrait effectivement d'asseoir ce service d'hébergement. Microsoft, pour autant, serait toujours dans la boucle, mais uniquement en termes d'utilisation du logiciel et non pas de la possibilité d'accéder aux données. Donc, il y a des partenariats qui sont en train de se mettre en place et on peut évoquer celui-ci, mais aussi celui entre Thales et Google. Donc, ça ne veut pas dire qu'on veut éliminer, bien évidemment, tous ces partenaires américains qui sont effectivement extrêmement habiles et agiles et qui ont pris un cran d'avance. Mais je crois qu'effectivement, les acteurs se trouvent placés devant une solution qui est soit
s'il n'y a pas encore sur le marché d'outils permettant d'offrir des solutions techniques, arrêter le traitement conduit effectivement à parfois interrompre leur activité. Donc, bien évidemment, entre être dans l'égalité ou on voyait qu'ils sont passés dans une position impossible. Et ce que l'on fait valoir, c'est effectivement toute la stratégie industrielle qui est en train de se bâtir autour du programme de la Commission européenne, qui était de faire de la décennie 2020 la décennie du numérique. Et on voit bien qu'on peut avoir des outils juridiques et le RGPD constitue effectivement un élément permettant de lutter contre cette emprise des GAFAM, mais pas à tous les points de vue. Et c'est pour cela qu'on a toute cette batterie de nouveaux textes qui arrivent, et notamment le Digital Market Act, ce qu'on appelle donc le DMA, qui va concerner les très grosses plateformes, ce qu'on appelle les gatekeepers, qui sont vraiment les incontournables, pour leur imposer des obligations drastiques en amont et faire en sorte qu'ils ne soient pas en capacité de corréler des informations sans un consentement clair des internautes. Et là, c'est une action, on voit bien une évolution du droit de la concurrence en la matière. Et puis, il y a d'autres textes que je ne citerai pas. Mais indépendamment de ces textes, où on utilise le droit comme une arme économique pour rétablir un petit peu l'équilibre entre les acteurs, il est évident qu'il faut aussi une alternative industrielle. Et là, je dirais qu'il y a des milliards d'euros qui sont prévus pour que des entreprises européennes, et on le voit bien dans le domaine du cloud notamment, dans le domaine effectivement du numérique, il y a toute une série effectivement de nouveaux acteurs qui sont en train de se créer et de partenariats qui sont envisagés pour containeriser, si je puis dire, les données personnelles et éviter un accès par les acteurs américains. Donc, on est vraiment à un moment charnière où, excepté pour Google Analytics, où effectivement on a clairement indiqué et considéré qu'effectivement l'outil de Google Analytics pour les mesures d'audience très sophistiquées, parce que nous utilisons Matamo ou des outils effectivement qui ne vont pas dans ce degré de sophistication, mais en définitive ça nous convient, et pour un certain nombre de petits acteurs ça pourrait convenir aussi. Donc effectivement on est conscient que ça pose problème. Mais d'un autre côté, là aussi, c'est le fait que saisis par des associations d'internautes qui, effectivement, font valoir qu'on se retrouve confronté à cette difficulté d'accès aux données par des autorités publiques américaines. C'est vrai que l'on recommande le recours à d'autres outils de mesure d'audience. On en a publié d'ailleurs une liste sur notre site, mais on ne le fait pas systématiquement parce qu'effectivement, on est conscient de ce qu'il nous manque encore des outils techniques en la matière. Donc, vous voyez qu'on a pris une position qui était de dire attention, pour les petits entreprises, évidemment qu'on ne va pas leur dire de tout arrêter, mais pour les gros, et surtout que le secteur public donne l'exemple. Donc ça a été fait pour la santé. Et en matière d'éducation nationale aussi, on avait rendu public notre position sur effectivement ce recours à des outils américains s'agissant de toutes les populations d'élèves et d'étudiants. Alors, pour clore, on va clore ce bal avec un dernier point d'attention qui est la place du délégué à la protection des données, qu'on connaît tous sous le nom de DPO. En effet, alors parmi les mesures organisationnelles et de sécurité à mettre en œuvre par un sous-traitant, il y a la désignation d'un DPO.
Alors, pour rappel, en quelques mots, un DPO, c'est donc une personne qui est en charge du pilotage de la conformité liée à la réglementation des données au sein d'une entité. Et parmi son rôle, il doit notamment d'être polyvalent, avec beaucoup de connaissances juridiques, de conformité, techniques, de sensibilisation, de travailler en collaboration avec tous les services dont le responsable de traitement. Il a également une veille régulière à mener compte tenu des évolutions. Bref, c'est assez large. Et si la mission aujourd'hui de DPO paraît évidente en théorie, elle l'est beaucoup moins en effet. Quand on est avec une récente étude du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion qui fait état d'une grande souffrance des DPO, et ils se sentent isolés, non écoutés, non soutenus et considérés comme étant une contrainte ou un empêcheur. Alors, il faut aussi rappeler qu'il existe des DPO qui exercent cette mission à titre principal, d'autres à titre accessoire, ce qui est d'autant plus délicat parce qu'ils n'ont pas malheureusement toujours la polyvalence requise pour mener à bien leur mission de DPO. Et dans ce contexte, la fédération souhaiterait savoir, Madame Nerbonne, dans quelle mesure la CNIL prend acte de l'isolement des DPO et si des initiatives sont envisagées. Alors effectivement, c'est vrai qu'il y a eu ce rapport, il y a eu également l'association que vous citiez tout à l'heure qui a également exprimé, je crois que le titre était « Il faut sauver le soldat DPO », c'est ça. Donc on voit bien que le torchon brûle et que le bilan, justement à 5 ans de mise en place de ces DPO, qui en France avait pour partie pris la suite de ce qu'on appelait alors les correspondants informatiques et liberté, mais là aussi il y avait eu un petit peu avec les exigences de positionner ces fameux DPO à un niveau élevé pour qu'ils puissent disposer de moyens suffisants leur permettant d'exercer leur mission, qui est, comme vous le soulignez, extrêmement transversale. Donc, c'est vrai qu'un DPO qui reste tout seul dans son bureau, qui est isolé et qui envoie des questionnaires à tous les services, ça ne peut pas marcher. Et effectivement, on est bien conscient de cette difficulté. Et il y a d'ailleurs toute une série de contrôles qui ont été décidés au niveau européen. Ça signifie que toutes les CNIL européennes vont, alors en France, on a choisi de le faire par un questionnaire pour un certain nombre de grandes sociétés ou administrations, avoir un petit peu une visibilité sur les moyens et les modalités d'exercice de leur mission pour ces délégués à la protection des données. On en compte pour mémoire plus de 30 000, concernant plus de 90 000 organismes qui ont effectivement désigné un DPO. Et je crois que donc, leur nombre a augmenté, hein, chaque année ça augmente environ de 10%, mais il est vrai qu'on voit bien qu'il y a ce mal-être et je crois qu'il est essentiel. Vous disiez tout à l'heure qu'au sein de votre groupe de travail, il y avait essentiellement des DPO et que c'est une très belle opportunité pour eux de pouvoir échanger, partager, rompre l'isolement. Il y a à la fois l'isolement au sein de l'organisme et c'est vrai que si la fonction n'est pas comprise en interne, il est évident que le DPO sera malheureux parce qu'il va être un peu considéré comme, si on ne sait pas à quoi il sert, c'est manifestement qu'il y a un problème de positionnement. Donc ça, je crois que ça va nous conduire, dans le cadre effectivement de ces contrôles, à préconiser un certain nombre de mesures. Et je crois qu'effectivement, le premier référentiel que l'on ait élaboré en matière de certification à la CNIL portait justement sur les compétences que doivent avoir ces délégués à la protection des données,
qui, comme vous le disiez, sont des compétences qui sont assez transversales puisqu'il doit comprendre effectivement des éléments juridiques, mais également techniques. Et c'est vrai qu'on le voit bien dans la sociologie des DPO. Ils peuvent venir du monde juridique, ou du monde IT, mais également de l'audit, de différentes, effectivement, de différents horizons. Et notre certification, en définitive, ne prend en compte que les savoir-faire et non pas les savoir-être. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qui nous amènera à modifier ce référentiel de certification des compétences parce que les compétences justement de savoir-être en termes de dialogue, d'argumentation, de faire adhérer, de former, de sensibiliser, ne sont pas effectivement des qualités accessoires. Et au contraire, je pense que un bon DPO, c'est d'abord quelqu'un qui sait communiquer, qui sait échanger, et ça peut être un très bon expert juridique ou technologique. S'il n'a pas cette envie d'expliquer, ça se passera mal. Je me dis aussi que souvent, ce qui nous remonte, c'est que ça coûte de l'argent. Donc, c'est vu comme un coût, tout comme le RGPD est vu comme un coût, alors que nous disons que c'est un investissement, parce qu'effectivement, le fait est qu'avec la fulgurante progression des cyberattaques, il est évident que la prise de conscience de l'importance de sécuriser les données et que donc là, il est effectivement évident que ça coûte plus cher de se heurter à une violation de données que de l'avoir prévenue. Et en cela, d'ailleurs, le DPO a son rôle à jouer. Donc, pour nous, ce sont nos VIP. C'est vrai que nous avons un service dédié au DPO qui maintenant fait bien environ 13 personnes. Il bénéficie donc de relations privilégiées avec la CNIL dans la mesure où effectivement il y a des permanences téléphoniques régulières, où on a mis en place effectivement un MOOC que l'on va compléter et qu'on essaye, il y a bien sûr le guide pratique du DPO, mais on est effectivement très aussi en attente et soucieux d'avoir cet échange continu avec les DPO pour voir comment on pourrait mieux les aider. Parce que ça c'est remonté effectivement à plusieurs, dans le cadre de plusieurs conférences, y compris européennes. Mais à cet égard, la CNIL était quand même mieux lotie que d'autres autorités par rapport à l'aide donnée effectivement au DPO. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce sujet. Sur notre prochaine publication. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur la notification de la violation des données. Quelles sont les obligations pour le sous-traitant? Parce qu'en fait, là, parmi les remontées de questions, il y avait une question de temporalité de la notification de la violation survenue chez le sous-traitant au responsable de traitement. Mieux définir le périmètre de l'accompagnement que peut fournir le sous-traitant et notamment sur le contenu, l'aide sur le contenu de la notification. Et là, actuellement, nous avons deux parties. Une première qui est sur une présentation générale des points essentiels de la notification et donc bien évidemment de la violation de données, et des fiches pratiques qui sont des exemples de violation permettant d'avoir et de voir et d'avoir les bons réflexes. Donc, en tout état de cause, ça fait une petite année que nous travaillons sur ces sujets, mais on continue à échanger activement et vous êtes pleinement invités à nous rejoindre. Merci beaucoup. C'est le moment de passer aux questions, mais on est malheureusement un peu juste au niveau timing. On va juste faire une question qui s'adresse à Madame Limon.
La CNIL recommanderait les DPO d'être certifiés. Alors, c'est vrai qu'on a élaboré cette certification parce que à l'époque, on sentait bien qu'il y avait des interrogations sur ce que devait savoir faire un DPO. Elle n'est pas obligatoire. Elle n'est pas effectivement uniquement destinée. Il n'y a pas besoin d'être DPO pour la passer. Toute personne peut la passer, qu'il soit DPO ou pas. Elle n'est pas, très honnêtement, s'avère pas très utilisée. Donc, je dirais que nous l'avons fait dans l'optique, effectivement, qu'elle puisse servir un petit peu de curseur. Mais effectivement, je crois qu'elle mériterait d'être complétée pour tenir compte, une fois encore, des savoir-être qui me paraissent vraiment des éléments incontournables. Qu'il y a des bonnes formations qui existent dans le milieu universitaire. Donc, c'est pas une obligation, c'est une recommandation, tout à fait, mais ce n'est pas une obligation. Et à cet égard, ce qui est important, je pense, pour cette fonction, c'est que, une fois encore, on ait une implication de la hiérarchie pour porter le projet, que ce soit les DPO pour lesquels vraiment on sent qu'il y a une réflexion de la direction générale qui impulse le mouvement, c'est absolument quelque chose de fondamental pour lui permettre d'agir. Sinon, effectivement, il va se retrouver cantonné dans son bureau et là, ça se passera mal. Il est vrai aussi que nous avons des cas où, par systématisation du principe de précaution, le DPO, un peu comme on le reproche souvent d'ailleurs aux juristes, va dire non, pas possible. Et donc, cette posture évidemment de bloquer un projet va agacer en interne. Donc c'est vrai que là, il y a deux solutions. La première, c'est de se dire soyons saisis le plus en amont possible pour ne pas être saisis tout à fait à la fin d'un projet, mais effectivement dès l'origine, pour pouvoir effectivement montrer quels sont les risques. Et effectivement, ce qu'on attend du DPO, c'est qu'il puisse sensibiliser aux risques, donc être en capacité de dire effectivement ce qui est susceptible de poser problème, et le cas échéant, de pouvoir également envisager d'autres solutions. Donc, en définitive, c'est vrai que c'est un peu ce qu'on dit pour les juristes, d'être en position non pas seulement de lawyer, mais de business lawyer. C'est un petit peu ce qui fait la différence. Et c'est vrai que dans ce côté opérationnel, on a parfois des profils qui, effectivement, ne sont pas tout à fait crantés sur cette envie d'être dans l'opérationnel. Merci beaucoup. Nous n'avons pas le temps de continuer avec les autres questions. Si mon m'est adressé d'autres questions, c'est pour vous poser des réponses par écrit, je vous transmettrai les réponses. C'est parfait, merci beaucoup. J'en profite pour vous remercier de votre présence et remercier les 4 intervenantes d'être venues aujourd'hui et de nous avoir expliqué tout cela. Si vous voulez en savoir plus sur la FNTC, retrouver les publications, tout est sur le guide, sur le site. Et si vous avez des questions, vous souhaitez participer avec nous en groupe de travail, n'hésitez pas à envoyer un mail info@fntc-numérique.com. Merci à tous et toutes et on se revoit bientôt. Avec plaisir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir.